Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré au digital learning. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur une problématique importante en immersive learning, c'est la rentabilité des dispositifs. Peut-on trouver réellement un ROI sur ce type de dispositif? Eh bien, ce sont les questions qu'on va se poser et je vais tenter de vous apporter quelques réponses aujourd'hui. Je suis Jérôme Poulain, je suis directeur associé, de la société Audace. Audace est une société qui a, 27 années, d'expérience et je peux, vous proposer, mon feedback sur ces 27 années de production d'outils digitaux avec, des choses, dans le domaine industriel, tertiaire et la santé. N'hésitez pas à me poser les questions que vous souhaitez en utilisant le chat qui est positionné en haut à droite de votre interface. Je répondrai à vos questions en fin de présentation et nous aurons ce temps d'échange d'environ une vingtaine de minutes pour pouvoir approfondir et peut-être éclaircir des points qui resteraient encore un peu dans l'obscurité. Mais je pense que non, je vais essayer d'être le plus précis possible et c'est pour ça que je vous ai préparé, plutôt que de faire de la théorie, des exemples. Et nous allons, tout de suite enchaîner sur, le premier exemple. Ce premier exemple est consacré à un client, de longue date, de chez Audace, qui est la société, Bridgestone, avec qui nous collaborons, sur, la production d'outils immersifs et notamment de dispositifs de formation. Ces dispositifs de formation ont été, créés à l'origine, pour favoriser, l'onboarding, des nouveaux collaborateurs sur, des postes que sont, des conducteurs de ligne. Ces, formations ont été également utilisées pour former les personnes à la conduite des machines. Et donc, il y a ce double aspect dans cet outil. À la fois un outil qui a servi à sélectionner les candidats pour vérifier qu'ils avaient les compétences pour pouvoir, réaliser, ce type, de tâches, de le réaliser également dans le temps puisque l'objectif n'était pas que de savoir utiliser la machine, mais de savoir l'utiliser, avec un rythme qui est celui attendu par, le rendement d'une entreprise, industrielle. Le second point, c'était également de former les personnes en amont sur tous les aspects, sécurité et donc, avec un objectif qui était la réduction, des incidents, sur ligne. Hem, Objectif qui a été atteint, avec un feedback aujourd'hui de 2 ans sur ce dispositif puisque, l'usine annonce, des résultats. Alors, tout ne peut pas être, naturellement, imputable au simulateur, mais parce que le simulateur s'inscrit dans un parcours de formation et donc il y a d'autres grains pédagogiques. Mais on pense, que, le taux de réduction atteint est de entre 30 et 50, ce qui est quand même déjà, formidable sur ce type de dispositif. Le troisième point, c'est la réduction des coûts puisque, les coûts qui étaient générés par la formation sur, la ligne de production réelle étaient très élevés. Vous imaginez bien que quand on bloque la machine sur des périodes pour pouvoir former les personnels qui viendront, remplir les fonctions de conducteurs de ligne, eh bien ça coûte très cher. Cette immobilisation matérielle avait un coût, important. Aujourd'hui, tout se passe directement, dans la réalité, virtuelle et donc il n'y a plus du tout d'immobilisation de la machine réelle. La personne se forme entièrement en virtuel. Il n'y a plus non plus de consommation, d'énergie, ni, de consommables, utilisés pour faire cette formation et donc cela aussi, ça vient s'ajouter sur, les économies générées par le simulateur. Un troisième point important, c'est, et qui était peut-être pas le point qui était, le plus recherché au démarrage de la formation, c'est l'amélioration de la productivité. En fait, on se rend compte que, hem, le niveau de productivité atteint par les équipes, qui ont été formées dans le cadre du nouveau dispositif, du nouveau campus qui a été créé en interne de l'usine, a été très fortement amélioré et ça c'est un, heu,
une nouvelle économie et hem, certainement un gain important, de productivité. Alors on ne le prendra pas en compte dans le chiffrage parce qu'il n'était pas, heu il n'y a pas les métriques pour pouvoir l'observer de manière concrète, mais en tout cas, très clairement, ils ont tous perçu que, ça permettait cette amélioration. Un autre, résultat qui était pas non plus, forcément une recherche au démarrage du projet, c'est l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise. On s'est aperçu que le dispositif plaisait beaucoup, non seulement aux collaborateurs, mais aussi aux futurs collaborateurs et qu'il était un vrai aimant. Il permettait de drainer beaucoup de demandes, de la part, de futurs candidats, notamment sur les salons de recrutement. Le simulateur a été, véritablement un un outil, favorisant, la motivation, vers, les métiers, de la filière Bridgestone. Cette image de marque a été aussi ressentie à une échelle politique puisque, hem, les résultats obtenus ont été aussi remarqués, par, des politiques locaux et par la presse, qui a beaucoup relayé, notamment sur, Bridgestone Bilbao en Espagne, qui a beaucoup relayé les résultats obtenus par cette aventure. L'ensemble de ces éléments sont estimés à environ 1 million d'euros d'économie. Si, je tairais le budget, consacré, à la conception de l'outil et sa mise en œuvre, mais vous ne serez pas étonné si je vous dis qu'on a multiplié, sur un indice de 1 à 10, heu le ROI de cet outil, sans compter tous les autres aspects que j'ai cités tout à l'heure, dont le détail n'a pas été, forcément, chiffré. Donc voilà comment, à partir d'une expérience, de formation en réalité virtuelle, voilà comment l'outil a été optimisé et comment il s'est intégré dans un environnement industriel et proposé un véritable ROI. Alors, simplement, quelques diapos pour vous montrer, à quoi cela ressemble. Donc tout d'abord, nous avons créé un clone de l'usine, de montage de pneumatiques. Alors, ce clone permet, à l'échelle 1:1, de déambuler dans l'espace et tout ce que vous voyez là est fonctionnel. C'est-à-dire que les machines fonctionnent réellement, et la personne qui va réaliser les tâches de conduite de ligne va se déplacer, va déambuler dans l'usine pour réaliser l'ensemble des missions qui permettent effectivement le montage d'un pneumatique. Quelques autres images, plutôt effectivement, vues, de l'apprenant. Donc là, vous avez un véritable apprenant, hein, hem, un collaborateur, Bridgestone, qui est équipé, donc en réalité virtuelle avec un casque. Il a des capteurs qui permettent de positionner ses mains dans l'environnement et de spatialiser son positionnement par rapport à la machine. Il va véritablement tourner le pneumatique dans la virtualité, sélectionner en appuyant sur des boutons les actions qu'il doit, réaliser et vous voyez qu'il est sur un tapis de marche VR, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se déplacer simplement en marchant et se déplacer dans la virtualité. Ce qui permet en plus, d'obtenir un déplacement naturel, dans l'environnement, ce qui du coup n'est pas perturbant pour un apprenant débutant en réalité virtuelle. Son parcours est analysé et un ensemble de métriques ont été placées, des métriques, permettant effectivement de juger de la performance, de l'apprenant. Il obtient des feedbacks qui lui permettent d'améliorer, son positionnement, sa pratique et ses performances. L'ensemble de ces outils permettant une approche assez douce, et individualisée, la prise en main et la conduite de ligne. Ce qui permet effectivement de valider que la personne est capable de faire un montage de pneumatique, de tenir un rythme, puisqu'elle va le faire véritablement dans la réalité virtuelle. Je passe à un deuxième cas, permettant d'obtenir un ROI, rapide en simulation. Toujours, ce sont les simulateurs, de conduite d'engin.
Vous voyez ici un opérateur qui se forme, en utilisant à la fois un casque de réalité virtuelle. Il est en géode 360°, il est complètement immergé dans son environnement, il va pouvoir se déplacer dans l'environnement pour naturellement se positionner aux meilleurs endroits, aux meilleurs angles par rapport à la conduite, de son engin. On voit ici une grue, qui transporte une palette de parpaings. C'est le conducteur qui va, réaliser en fait l'ensemble des manipulations, chargement, déchargement de camions, positionnement des palettes dans l'environnement et il va faire ça comment? Il va faire ça en fait avec une boîte à boutons que vous voyez, positionnée, ici sous forme de plastron. Et cette boîte, à boutons est une boîte à boutons réelle. C'est-à-dire que nous réinterfaçons la vraie machine. Autant la virtualité est importante quand il s'agit, de pouvoir recréer les scénarios, autant, dans la manipulation elle-même, il faut que le grutier ait une vraie télécommande en main. Ce dispositif-là, il est, disponible notamment dans la gamme des simulateurs de pilotage Audace, qui est composé de différents engins comme les nacelles, comme, les ponts roulants. L'ensemble de ces dispositifs, sont, aujourd'hui efficients dans des centres de formation. On estime que, la rentabilité d'un outil de ce type-là, vous trouvez le ROI à partir du 23e, apprenant utilisant la machine. Ce dispositif que vous voyez là, kit clé en main, c'est 7 000 €, mis disposé en fait, dans le parcours pédagogique, de l'apprenant, on peut mobiliser jusqu'à 25 à 30 des heures passées sur simulateur, qui sont en fait comme des heures de passage sur un engin réel, sauf qu'en fait, effectivement, 0 risque, aucune consommation d'énergie encore une fois, autre qu'une petite prise, électrique, pas de mobilisation du formateur durant les heures de pilotage du simulateur, puisque le simulateur retient tout et corrige au fur et à mesure, et il permet d'obtenir une disponibilité maximale puisque effectivement, pas d'entretien non plus, il est disponible H24 durant, toutes les heures de formation. À l'instar de ce qui peut se passer aujourd'hui dans la conduite de véhicules et notamment dans les auto-écoles, hein, où les simulateurs de conduite sont plus importantes, eh bien ce type de simulateur permet également de s'intégrer dans des parcours de formation, professionnelle, de manière très aisée. Dans quelle, mesure la réalité virtuelle, peut être une vraie réponse? En fait, chez Audace, on retient, ce qu'on appelle les 4 R, qui sont en fait 4 situations dans lesquelles la réalité virtuelle prend, véritablement tout son sens. La première de ces situations, c'est quand l'action, la mission est rare. Alors, quand elle est rare, je vais prendre un exemple tout simple, hein, c'est je dois réaliser quelque chose, je suis opérateur, je dois intervenir, sur, une ligne, à haute tension. Hem, Ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Je le fais aujourd'hui parce que, eh bien, il y a eu, des intempéries et je dois le faire, hem, heu, de manière assez urgente. Eh bien, le simulateur, lui, permet, de préparer l'opérateur en lui proposant une simulation, de la mission qu'il va devoir réaliser dans toutes ces conditions, d'urgence, les difficultés d'environnement, les vérifications nécessaires, avant intervention, le reporting, et cetera, et cetera. L'ensemble de ces opérations sont préparées, par l'opérateur et on va lui faire vivre cette, opération qu'il n'a peut-être encore jamais réalisée. Et là, la simulation prend, véritablement, naturellement tout son sens, à la fois pour des aspects de sécurité, des biens, mais également, des personnes. La seconde situation, c'est,
quand on doit, réaliser quelque chose qui présente un niveau de risque très élevé. Je vais prendre, comme exemple, hem, l'apprentissage d'une intervention, sur, un engin, présentant, des risques élevés. Par exemple, je dois réaliser, heu, la consignation d'un véhicule électrique, qui a été, accidenté. Et donc, je vais devoir intervenir en mobilisant mes connaissances, théoriques, mais dans un environnement au plus proche, du réel, parce qu'effectivement vont se, multiplier les facteurs, de risque que sont, une détérioration, du véhicule, une détérioration de la scène et de l'environnement dans lequel j'interviens, de la pluie, c'est la nuit, et également, heu, une détérioration, de mes connaissances théoriques puisque je vais rencontrer, des éléments, je vais voir, des choses qui ne seront pas des choses que j'ai vues forcément en formation, où j'ai vu des choses, assez élémentaires, simples, et dans les meilleures conditions du monde. Eh bien, ce type d'intervention, très risquée, on va pouvoir effectivement, aider l'opérateur en lui proposant des dispositifs, immersifs. Et là, effectivement, le ROI est également, très vite calculé puisqu'il y a d'abord la vie de l'opérateur, sur ce type, d'opération, mais également effectivement, le risque, de suraccident et le risque des dégradations de l'ensemble, de la situation. On imagine bien ce que ça peut donner dans des situations, telles que le nucléaire, par exemple. La 3e, le troisième R, ce sont des situations où l'on doit, répéter. Alors, c'est un petit peu différent de la répétition qu'on a juste à côté. Là, c'est tout à fait la scène que l'on a vue, précédemment avec Bridgestone. C'est-à-dire que je dois réaliser un geste, je dois réaliser une pratique, un ensemble de tâches, mais je ne dois pas réaliser cet ensemble de tâches et le réussir une fois, je dois le réussir 150 fois dans la journée. Et donc la problématique qui est générée est celle de savoir tenir un poste qui présente des aspects extrêmement répétitifs et qui propose en fait, à l'opérateur une certaine endurance. Cette endurance, on va pouvoir à la fois, s'y entraîner, la forger même, hem, en proposant de la virtualité au niveau du dispositif. On va pouvoir aussi, former l'opérateur à des choses qui vont apparaître. C'est-à-dire que quand je fais un geste 100 fois, dans la journée, la 101e fois, je risque de faire toujours exactement le même geste, même si finalement vont apparaître des inputs qui vont m'orienter vers, une situation dégradée. Je manipule un carton 100 fois, la 101e fois, le carton ne se présente pas tout à fait comme il aurait dû se présenter, et du coup, je vais le prendre et le plier d'une mauvaise manière, ce qui va altérer la chaîne de production, ce qui va, mobiliser, de devoir refaire, et je risque de briser une chaîne, de mise en, d'emballage, par exemple, hem et de devoir bloquer la machine pour pouvoir refaire. Ce type de choses, on s'y prépare et ça n'est pas donné, du tout à tout le monde de savoir répéter des gestes de cette manière-là. Tout le monde ne sait pas faire ça, mais la simulation permet véritablement, d'aider l'apprenant à devenir endurant, devenir préventif, avoir un esprit vigilant. Le quatrième R, hem, c'est la répétition. Alors la répétition dans ce sens-là, c'est plus une répétition, théâtrale. Nous devons réaliser, heu, une mission, par exemple, à plusieurs. Chacun va devoir réaliser une partie de la tâche. Tout le monde va devoir collaborer avec les autres pour pouvoir réaliser l'ensemble de la mission. Ça va demander, à la fois un rythme, ça va demander de la collaboration, ça va demander de la précision des gestes et une chronologie d'action. Eh bien, toutes ces choses-là, on peut, les préparer effectivement, assez facilement avec la réalité virtuelle. Et encore une fois, nous avons un
on va dire le cycle normal, où tout se passe bien et puis 2 les différents cycles en mode dégradé où une altération, extérieure, va venir troubler en fait cet ordre, dans lequel, les choses, doivent se faire et les répétitions permettent effectivement de s'entraîner à l'ensemble des modes opératoires, dégradés et de se préparer, à, devoir réagir en cas de problème. Je pense par exemple à des choses que nous avons, réalisées pour des pompiers, dans le monde du nucléaire où effectivement, nous les avons, formés par l'intermédiaire du simulateur, par l'intermédiaire de missions spéciales à des choses qui logiquement ne devraient jamais arriver, mais qui potentiellement, sont, envisageables. Et chose qu'on ne peut pas, simuler dans la vie réelle. On ne peut pas simuler sur un véritable, pont roulant, au sein d'un bâtiment réacteur dans le nucléaire. Ces choses-là, une casse des lingues par exemple, hein, si je voulais donner un exemple, eh bien on va pouvoir le simuler effectivement, dans la réalité virtuelle et puis, surtout estimer si, les réactions de l'opérateur sont bonnes, lui faire un feedback car ça sert aussi à ça, c'est obtenir des feedbacks, s'auto-évaluer et auto-progresser sur le simulateur. Heu, le regard du formateur naturellement, sera, complémentaire au moment du débriefing, de l'action. Alors, sur les simulateurs, plusieurs, heu, dispositifs sont, envisageables. On parle de plus en plus de métaverse. Audace a eu la chance de développer un premier métaverse dans le monde professionnel, dans le domaine de la logistique, avec un environnement, une halle logistique, reconstituée avec, la collaboration de, différents, professionnels qui entrent en simultané, tous dans le même environnement de travail et ils vont, dans cet environnement, collaborer à la réalisation de tâches, ou peut-être, réaliser des tâches, en compétition, de manière à créer un esprit, un peu compétitif et obtenir des résultats sur, par exemple, des exercices de vitesse, des exercices de précision, et cetera, et cetera. Les métaverses aujourd'hui ne sont plus du tout, des choses que seules les très, très grandes entreprises peuvent se payer. Hem, c'est aujourd'hui devenu abordable. On peut tout à fait imaginer, de recréer des environnements, 3D, au plus proche du réel et ces environnements, on peut, inclure, 1, 2, 3, 4, 5, des centaines d'apprenants, s'il le fallait, pour recréer des scènes, qui permettent effectivement de recréer les conditions, de travail d'un opérateur. Ce peut être des scènes dans lesquelles on va piloter aussi, des engins, mais ça peut être aussi des scènes dans lesquelles on va superviser les actions. Imaginons un environnement dans lequel on a plusieurs centaines, d'avatars qui, vont, réaliser des tâches, qui remontent en fait des informations. On a des postes de supervision de manière à redonner en fait d'analyser ces tâches, redonner en fait des nouvelles tâches et on peut comme ça, créer des environnements, collaboratifs entre des opérateurs, des personnes qui sont en contrôle, des personnes qui sont en supervision, globale et tout ce petit monde va collaborer en simultané autour des tâches. Tout ça, c'est envisageable aujourd'hui. Hem, il n'y a plus aujourd'hui de problématiques réellement, techniques pour le faire. Il faut simplement, que les imaginer les projets et de pouvoir en parler. Alors c'est vrai que pour trouver un ROI, on va souvent parler d'excellence opérationnelle dans le monde dans le cadre de l'industrie, mais il faut vraiment penser quand on pense, ROI à la fois,
dépenses qu'on ne fera pas et également, coût induit par, la pratique améliorée. On sait très bien que dans la sécurité incendie, par exemple, on doit pouvoir intervenir rapidement, que, heu, l'impact en fait du départ d'un feu et de sa primo-intervention est vraiment très importante sur le résultat final. Quelques secondes peuvent suffire pour éteindre un départ de feu sur un pneumatique. En 2 minutes, il est trop tard, le camion, aura pris feu et au bout de 5 minutes, c'est la citerne qui aura explosé. Donc en fait, la possibilité de s'entraîner sur les interventions de primo-intention de ce type-là est vraiment fondamental. Et quand on calcule le ROI en fait du projet, il faut pas simplement se se, heu se limiter à, combien coûte le dispositif, combien de temps je vais pouvoir économiser par rapport à un temps présentiel classique. Si on est sur cette base-là, les ROI sont souvent, assez pauvres, assez médiocres. Il faut vraiment se projeter sur, qu'est-ce que le simulateur va permettre de faire? Qu'est-ce que l'immersion va permettre de générer? Et quelles seront les économies, heu, d'échelle, de biens, de personnes que les simulateurs pourront facteurs que les simulateurs pourront améliorer. C'est vraiment à ce prix-là, qu'on on peut calculer un ROI, qui soit, réel et pouvoir naturellement, qui dit un bon ROI dit, potentiellement, pouvoir, vendre le projet auprès de sa direction. Quand on n'a pas effectivement aujourd'hui, un calcul de ROI suffisant, la plupart des projets, sont, mis de côté ou abandonnés ou non prioritaires. Quand on réalise en fait une manipulation dans une centrale, nucléaire et qu'une seule de ces manipulations peut, engendrer à la fois un incident de sûreté nucléaire et des centaines de milliers d'euros, de coûts, on imagine bien que quelques heures sur simulateur, dans un environnement, virtualisé, heu ça n'a vraiment aucun, rapport avec, les millions d'euros que ça va générer si, effectivement, on n'a pas pris soin de bien former l'opérateur qui va piloter le pont roulant. De la même manière, quand on, pilote un engin, en fond de piscine et que l'on doit, par exemple, pulvériser les murs, de les parois, de cette piscine, que les particules radioactives potentiellement peuvent retomber sur vous, vous allez prendre de la dose. Eh bien effectivement, un simulateur pour pouvoir s'entraîner, à manipuler, l'outil et ne pas générer ce type, de comportement va, fatalement avoir un ROI assez rapide également, sans compter naturellement l'impact humain et qui dit impact humain dit aussi, coûts, liés, aux arrêts maladie et hem, aux problématiques naturellement, d'accidents, de décès. Donc voilà, si je voulais conclure simplement, c'est, le simulateur, heu, va avoir un impact à la fois sur, l'image et l'attractivité de l'entreprise. C'est évident puisque, tous les simulateurs qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit, sur des salons ou, dans des sessions de promotion, des métiers, drainent, beaucoup de candidats. Ça améliore l'image, mais en même temps, c'est aussi montrer que l'entreprise, a pris conscience, des besoins, de qualité, de formation qu'elle doit mettre en œuvre et également, heu, une réelle un réel interfaçage avec les nouvelles générations. La formation, PowerPoint est je pense loin derrière nous maintenant. Il faut absolument, que des jeunes qui, sont, gavés aujourd'hui de médias, de simulations, de jeux vidéo
puissent trouver, dans le monde professionnel, des choses qui soient à la hauteur de leurs attentes et qu'il n'y ait pas ce décalage entre, finalement une vie, personnelle, hem, heu, très riche et puis une vie en entreprise très pauvre. Il doit y avoir effectivement une harmonisation entre les 2 et la simulation, aujourd'hui permet de faire aussi, ce type de raccord. Voilà, je vous propose de, partager vos interrogations, vos questions, n'hésitez pas donc vous pouvez utiliser le chat qui est, en haut à droite et partager vos questions. Alors qui ouvre le bal? Avez-vous des interrogations concernant, peut-être, allez, j'anticipe, les budgets, à consacrer à ce type d'outils, que ce soit des budgets, de conception ou des budgets, d'utilisation d'outils sur étagère. Alors voilà, première question. Vous parliez de coûts d'investissement de l'ordre de 7 000 €. Cela comprend l'ingénierie de formation et mise à disposition du matériel. Alors, quand j'évoquais 7 000 €, c'est le coût d'un simulateur de pilotage sur étagère, de type boîte à boutons tel que celui que j'ai présenté, tout à l'heure. Cela inclut uniquement, la partie matérielle, hein. C'est bien la livraison d'un kit prêt à former avec, un casque, un ordinateur, la boîte à boutons et tous les matériels permettant au formateur de, pouvoir, mettre en place le dispositif. Donc c'est le coût en fait, heu, aujourd'hui, le prix du simulateur. En fait, tous les coûts d'ingénierie amont qui ont servi à créer tous les scénarios, puisqu'il y a à peu près, 6 ou 7 scénarios par simulateur qui correspondent au scénario CACES, hein, on va passer avec des objets entre les cônes, on va devoir manipuler un certain nombre de choses. Donc il y a des scénarios CACES et des scénarios qui sont plus de l'ordre de la production. Il y a des scénarios également qui permettent la prise en main des machines. Donc, je peux par exemple, commencer à utiliser la boîte à boutons. Donc je vais avoir des scénarios qui me permettent, d'apprendre à monter, descendre, le colis, faire des manipulations de droite à gauche, dans la profondeur, choisir la bonne élingue par rapport au colis que je vais devoir, soulever, et cetera, et cetera. C'est-à-dire nous sommes bien en fait dans une logique d'un outil de formation, et qui permet heu, de prendre en charge, tous ces aspects, amont, de prise en main. Avant d'aller sur l'engin réel, eh bien, je peux me former avec le simulateur et puis, pendant que j'utilise l'engin réel, je peux aussi utiliser le simulateur dans un second temps, mais plus pour, m'initier à des scénarios un peu complexes, des points un peu particuliers. Par exemple, sur une nacelle, heu, ça n'est pas seulement savoir utiliser la nacelle et aller jusqu'au point A, qui est par exemple le haut d'un lampadaire sur lequel je vais devoir intervenir, mais c'est aussi avoir anticipé qu'il y passe, juste à côté des fils électriques et que, je vais devoir me positionner de manière à éviter, naturellement, qu'il puisse se créer un arc entre mon engin et le fil électrique. Donc vous voyez, le simulateur peut intervenir en amont, véritablement en initiation. Pendant, parce que, vous allez pouvoir travailler vos scénarios à côté de l'engin réel. On sait qu'une nacelle, en location, ça coûte assez cher de la journée et à l'achat encore plus. Un simulateur de ce type-là est amorti aux alentours entre 20 et 25
apprenants permettent d'amortir le coût du logiciel et son usage. Après, bon voilà, c'est comme dans les auto-écoles, c'est tout bénéfice. La modélisation d'un atelier doit être très complexe et donc très élevée. Alors effectivement, il y a un gros travail qui est réalisé en amont pour pouvoir modéliser un atelier, mais nous avons aujourd'hui des, heu, des possibilités de travail, notamment nous scannons, les environnements de travail. Nous pouvons récupérer ces scans de manière à pouvoir ensuite travailler la modélisation, donc on gagne beaucoup, beaucoup de temps. On récupère à la fois, les formes, mais également, les textures, les couleurs, et ce qui nous permet d'aller, assez vite, effectivement, dans la modélisation. Donc pour créer un atelier complet tel que vous l'avez vu tout à l'heure, heu qui est une ligne de production, hein, qui comporte 7 postes, pour pouvoir, produire le pneumatique, c'est à peu près, 1 mois de travail pour, le modéliser. Donc c'est à la fois un temps, long, mais en même temps, heu, une fois que, la modélisation est faite, on peut vraiment décliner beaucoup de scénarios, depuis cette modélisation. On peut également la faire évoluer très facilement. D'ailleurs, nous travaillons aujourd'hui avec beaucoup d'usines, du groupe, que j'ai cité, tout à l'heure, avec en apportant, des petites touches de correction. Quand il s'agit de faire un pneumatique de tracteur, ça n'est pas tout à fait un pneumatique de camion, ça n'est pas tout à fait un pneumatique de voiture ou de moto et donc chacune de ces lignes de production ont des spécificités, mais c'est très facile de les faire évoluer ensuite. Une fois que on va dire que le plus gros de la modélisation a été fait, ce travail en fait, là, ne nécessite plus, beaucoup, d'intervention. On va plutôt se concentrer sur la scénarisation des missions où, là effectivement il y a également un travail, à réaliser entre les experts, qui conduisent la machine, au quotidien et puis, nos ingénieurs pédagogiques, internes qui, vont, réaliser une sorte de médiation entre l'expert métier et puis, l'apprenant. Hem, Proposez-vous un métaverse, quel coût et mode SaaS? Alors quand on produit un métaverse aujourd'hui, alors, chez Audace, on n'a pas de métaverse, sur étagère. Hein, il ne s'agit pas, cela existe, chez certains confrères, mais plutôt pour des événements, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moteur principal qui est toujours le même et puis on va simplement, apporter un relookage, de l'application. Et on personnalise selon le type d'événement. Là non, nous créons vraiment un environnement, complet, hein. C'est comme si vous créez un jeu vidéo en fait, hein, avec, son environnement, ses personnages, ses missions. Tout doit être, conçu, en amont. Donc, heu, aujourd'hui le coût de développement, d'un métaverse, est, extrêmement, variable selon la nature, de l'environnement, heu et la complexité des missions qui sont à réaliser par, les apprenants. Heu, Ce qui va différencier également, c'est, le type de mission. C'est-à-dire que certaines missions vont, proposer, uniquement des interactions entre les personnages. Ensuite, est-ce qu'on crée un esprit, compétitif entre ces personnages? Est-ce qu'on ludifie un peu les missions? Ou au contraire, non, on va plutôt être dans l'amélioration de la collaboration, entre les personnages et on va apporter, heu, beaucoup de messages, qui vont permettre, à chacun d'améliorer la pratique. Voilà, ce sont les points qui vont faire que, un métaverse aujourd'hui, peut varier en termes de coûts. Il est évident que, heu, certains métaverses sont permanents, d'autres ne le sont pas. Certains, métaverses sont, uniquement, ponctuels, hein, ils ont une durée de vie, limitée. On crée le métaverse pour un événement, on crée le métaverse pour une formation, hem, et d'autres métaverses vont être,
plutôt en environnement permanent, et cela nécessite naturellement des moyens, tout à fait différents. Ces moyens sont en règle générale, des serveurs, hébergés, hem, ici, en Europe. Heu, on peut, on peut tout imaginer en termes de dispositifs. Naturellement, ce n'est pas pareil d'accueillir, une dizaine d'apprenants, dans le métaverse et d'en accueillir 10 000. Les moyens et les capacités des serveurs vont être différentes, mais tout ça n'est qu'une question d'infrastructure. C'est-à-dire que, heu, ça n'est pas le pour moi le fond. Le fond, c'est véritablement qu'est-ce qu'on y fait, les missions qu'on y réalise et les feedbacks qu'on peut obtenir. Après l'infrastructure, on arrivera toujours, à l'adapter selon la charge, hem, du volume d'apprenants et de formateurs, hein, puisque les formateurs partent également naturellement dans la réalité virtuelle avec leurs apprenants. Et donc non, la réponse est, en tout cas, Audace n'utilise pas d'outils auteurs, pour faire cela. C'est de la programmation, hem, à façon. Donc, il existe effectivement quelques outils auteurs aujourd'hui, sur le marché, mais plus, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour, des aspects, événementiels. Voilà, écoutez, je ne vois plus apparaître de questions. Je vous laisse encore une petite minute heu beh, je fermerai ce webinaire. En tout cas, n'hésitez pas à nous joindre, chez Audace. Donc, vous pouvez le faire au travers du site internet www.audace.fr sur lequel vous pourrez retrouver un certain nombre d'exemples, de nos réalisations. Vous pouvez également le faire, en utilisant les coordonnées que vous trouverez, dans, le replay de ce webinaire et le document que vous recevrez qui reprend la présentation. Vous aurez en fait toutes mes coordonnées, pour le faire, hein. Dans tous les cas, peut-être que Pauline peut mettre, mon adresse mail, dans le chat, et vous pouvez nous joindre au 03 21 13 56 00 si, vous préférez la discussion, live. Voilà, je vais vous mettre dans le chat mon adresse email. Voilà, vous pouvez même me joindre sur le portable, hein, si vous le souhaitez. Je le mets également. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis mon numéro de téléphone, portable et puis, heu, vous avez, également l'adresse, email pour pouvoir, me joindre et j'en serai ravi pour parler, de vos projets. Eh bien écoutez, il me reste à vous saluer tous et puis, à vous dire, à la prochaine fois pour un prochain webinaire, Audace. Ça sera certainement, en début d'année prochaine. Merci à tous et à bientôt.